Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invitée aujourd'hui est Tatiana Moukaniré. C'est la coordinatrice nationale du mouvement national des survivantes des violences sexuelles en République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Vous avez écrit un livre, ce livre, Au-delà de nos larmes, qui est publié chez Des Femmes, Antoinette Fouque. Alors c'est un récit très court, mais un récit terrible, parfois il faut le dire insoutenable, sur les violences sexuelles, les mutilations sexuelles subies par les femmes, mais aussi par les enfants dans votre pays. Et le second chapitre, c'est une lettre à votre bourreau. Je vais juste en lire un petit extrait. Lettre à mon bourreau. Bonjour à toi, mon violeur, mon bourreau. Tu devras savoir que je n'ai rien oublié et que je n'oublierai jamais. Tu feras semblant de rien, mais si j'étais toi, j'aurais honte. Tu resteras toujours un homme sans cœur ni honneur. Sache que je suis en train de réparer mon monde, celui que tu as pu anéantir en un clin d'œil pendant cette guerre dont tu as profité pour détruire ce que j'avais de plus cher. Pourquoi cette lettre ? En fait, cette lettre, je l'ai écrite, c'était ma première fois de sortir cette colère, cette douleur qui était en moi. Et à ce moment-là, j'ai commencé déjà à travailler avec d'autres survivantes. Et pour moi, c'était important que moi-même, je me sente libérée de cette douleur pour aider d'autres personnes. Et c'était pas facile pour moi, après plus de 15 ans, de vraiment expliquer les détails de tout ce qui m'était arrivé. Et la meilleure des solutions, c'était écrire une lettre à mon bourreau. C'était une manière pour moi de me détraumatiser et de faire mon coming out. Et j'ai écrit cette lettre, c'est sûr que je suis vraiment sûre que mes violeurs ne pourront jamais lire cette lettre-là. Mais c'était une manière pour moi de contribuer pour amener des personnes qui auraient, par mauvaise foi ou autre, le courage de violer une femme, que leur montrer combien de fois c'est douloureux. Alors, pour vous, c'était en 2004. C'était à Bukavu, la capitale du Sud Kivu, dont vous êtes originaire. Vous savez qui vous a violé ? En fait, je ne sais pas dire qui m'a violée parce que c'était dans une insurrection. Et tout était vraiment obscur et nous venions de l'université. C'était les soirs, en fait, saturés de partout. On ne saurait pas dire qui a été notre bourreau. Mais quand même, nous savons qui ont fait cette insurrection dans la ville. Enfin, je ne vais pas citer de gens ou autres. L'histoire parle d'elle-même. Tout ce qui s'est passé en RDC, au fait, on sait en 2004. L'insurrection, c'était avec Mutebu Sinkunda en 2004 à Bukavu. Je n'étais pas la seule, au fait, à porter ce fardeau-là. Il y a beaucoup de femmes qui sont parties par les viols à Bukavu, précisément dans la ville. Et je ne sais pas identifier mes bourreaux. C'est même pourquoi j'ai écrit la lettre, parce que je ne les connais pas, au fait. Mais je sais qu'eux me connaissent, parce qu'ils l'ont fait en me regardant droit dans les yeux. C'est sûr qu'ils me connaissent. Mais si un jour cette lettre peut leur arriver, ils comprendront combien de fois c'est douloureux, combien de fois ils ont détruit ma vie et la vie de plusieurs personnes. Alors, vous rencontrez ensuite le docteur Denis Mukwege qui a cet hôpital à Panzi, à Bukavu. Il est depuis devenu fameux, prix Nobel de la paix. C'est lui qui vous a soigné, on l'appelle tant de fois l'homme qui répare les femmes. Il vous a vraiment réparé à tout point de vue. En fait, je ne rencontre pas le docteur Mukwege d'un coup comme ça. En fait, j'essaie de faire de ma manière pour, comme toute personne, cacher toutes ces tentes-là. Et à la fin, donc vous n'en parlez pas au début? Je n'en parle pas. En fait, à la fin, ça se complique. J'ai des problèmes gynécologiques graves. Comment je fais? La seule manière, c'était de voir quelqu'un. Et j'ai une grande sœur qui m'a conseillé, me dire, va voir le docteur. En fait, j'étais en même temps traumatisée parce que je me lançais dans l'alcool et tout. En fait, j'essayais de cacher ma douleur dans l'alcool et beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je suis partie voir le docteur Mukwege. Sincèrement, je n'avais pas confiance aux hommes. Je me disais, ils sont tous le même. Et quand je l'ai rencontré, en fait, il m'a regardé, il a dit « Bonjour, madame ».
En fait, c'est quelqu'un qui respecte les gens. Il m'a rencontré, il m'a dit bonjour. Je dis bonjour. Et moi, j'étais en train de regarder par terre. Je ne voulais pas vraiment le fixer des yeux. Et à la fin, je fais plusieurs rendez-vous avec lui. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment tous les hommes qui étaient pareils. Et avec ça, j'ai créé une confiance en lui et il m'a suivi médicalement. Il m'a donné le courage d'être suivi par un psychologue parce que dans ma société, ma communauté, c'est pas de coutume d'aller voir un psy. Et j'ai été suivie par un psychologue et à la fin, je suis arrivée à être ce que je suis aujourd'hui parce qu'il a été là pour me soutenir comme il soutient beaucoup d'autres femmes dans son hôpital et sa fondation. Alors, il préface d'ailleurs votre livre et il dit de vous, il s'en souvient, elle a eu l'audace de se battre pour dompter la douleur, pour survivre à l'innommable. Parce que c'est ça aussi, l'innommable. Il y a le traumatisme physique, vous en avez parlé de vos séquelles gynécologiques, il y a le traumatisme psychique, vous vous faites suivre, mais il y a aussi le traumatisme social. Parce qu'on a honte, parce qu'on est une honte finalement. En fait, c'était pas facile, en fait, socialement aussi, de s'en sortir. Je puis m'en sortir parce que je trouvais aussi des personnes exceptionnelles, vraiment magnifiques, qui m'ont soutenue pendant tous ces temps. Il y a eu ma famille, il y a eu mon mari. En fait, c'est quelque chose qui m'a aidé à m'en sortir. Parce que dans notre communauté, c'est une honte. Être violé quelque part, tu portes la honte de la famille et personne ne voudra en parler. Et se réintégrer dans cette communauté, moi je suis partie dans beaucoup de villes pour essayer de me relancer, de reprendre ma vie. Mais c'était pas possible pour moi. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'accepte et que j'essaie de vivre avec cette douleur-là. Même dans votre famille, si j'ai bien compris, vous êtes mariés, mais ce n'était pas forcément très facile aussi avec la famille de votre mari, parce que vous êtes en effet une femme qui a été violée. En fait, c'est pas toujours facile pour tout le monde. En fait, beaucoup de personnes, des fois, ils ont raison. Parce que c'est pas difficile d'accepter. Pour moi, c'était difficile. Mais je m'imagine des personnes qui sont parties dans des familles où personne n'a été éduqué et tout. C'est pire encore. Moi, c'était juste que les gens n'arrivaient pas à comprendre, en fait, la situation. Mais avec le temps, les gens ont compris. Parce que même dans ma propre famille, il fallait du temps pour que les gens comprennent. À un moment donné, je me dis, c'est pas de leur faute. C'est en même temps la faute de la société qui essaie de toujours pointer du doigt la personne et que la famille a difficile de porter cette honte-là. Mais si on leur donne du temps, à la fin, ils comprennent. Parce que c'est pas seulement l'humiliation pour moi. C'est l'humiliation pour ma famille entière. C'est l'humiliation pour la communauté. Parce que, je donne l'exemple. Une femme qui a été violée et que son mari a été utilisé comme matelas pour la violer devant ses enfants. Vous le racontez d'ailleurs dans le livre. En fait, quand le mari rejette cette femme, au tout début, oui, c'est difficile pour lui parce que il a difficile de regarder cette personne en face. C'était de son devoir comme mari. C'est dans notre coutume, en fait. Le mari a le devoir de protéger sa femme. Et lui ne l'a pas fait. Vous vous rendez compte combien de fois il se sent vraiment nul. Il ne se sent pas important dans cette communauté. Et il est obligé de porter cette honte-là toute sa vie. C'est compliqué pour beaucoup de familles comme ça. Et des fois, je me dis, c'est difficile pour eux de comprendre. Mais en même temps, il faut leur donner du temps. Et les sensibiliser pour qu'à la fin, ils puissent comprendre que ce n'était pas de notre faute, au fait. Alors, il y a aussi, évidemment, les enfants nés du viol. Vous en parlez à plusieurs reprises. C'est un sujet que vous connaissez bien. Je pense que vous élevez vous-même, si j'ai bien compris, 4 enfants nés du viol, parce que vous considérez que ce sont des enfants qui sont victimes presque 2 fois, parce qu'ils sont nés d'un viol et que souvent, ils n'ont pas de papier et pas de droit. En fait, les enfants issus du viol, ce sont 2 anges qui n'ont rien demandé. Ces enfants n'ont rien demandé. Ils ne sont pas à la base de ce qui est arrivé. Malheureusement, ces enfants, nous, parents,
Nous, mères, juste à la conception de ces enfants, on les déteste. On déteste ces fœtus qui n'ont rien demandé. Cet enfant naît, il naît, des fois, des mères qui refusent d'allaiter ses enfants. Ça arrive. Des mères qui sont prêtes à tuer ses enfants. Ça arrive. Bien sûr que l'esprit de la mère l'amène à la fin, comprendre que c'est un enfant. Mais il faut comprendre en même temps que cet enfant est la conséquence à vie de ces violences. À tout moment que la mère regarde cet enfant, il voit à cet enfant l'action qui a fait à ce que cet enfant soit né. Mais en même temps, ces enfants, il faudrait qu'on leur prenne en charge. L'histoire est là. Il y a des enfants ici du viol. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Il faut qu'on les prenne en charge pour que ces enfants soient l'avenir de notre pays. Ils sont nombreux, qui n'ont pas d'identité, qui ne sont pas acceptés parce que, d'abord, ils ne sont pas éduqués. Parce que beaucoup de ces enfants ici du viol, si ce n'est pas une ONG qui les prend en charge, souvent, ils ne vont pas à l'école. C'est une bombe à retardement en même temps. Et en même temps, ils sont enrôlés dans les milices parce qu'on les fait rêver. Et ils acceptent d'aller dans ces milices pour essayer de reprendre leur vie quelque part. C'est ça le problème avec ces enfants. Je pense que c'est important de penser à l'éducation de ces enfants pour que ces enfants ne soient pas une bombe pour le pays dans le futur. Parce qu'ils sont en train de grandir. Il y en a qui ont plus de 20 ans aujourd'hui. C'est important de penser à tout. On leur parle, on leur dit, il faut leur dire. Il faut leur dire. Mais comment leur dire? Déjà que la mère elle-même n'a pas pu s'accepter pendant plus de 10 ans. Et que l'enfant a 10 ans aujourd'hui. À ce moment-là, comment dire à cet enfant que tu es né parce que j'ai été violée par plus de 10 hommes pendant que j'ai été kidnappée 6 mois ou autre? Comment dire à cet enfant qui grandit dans une autre famille parce que, vu que la famille ne voulait pas porter cette honte, cet enfant t'appelle grande sœur. Et à la fin, comment dire à cet enfant, je suis ta mère et que tu es née d'une manière un peu exceptionnelle. C'est compliqué et en fait, tout le jour, on y pense en tant que mère. Tout le jour, on pose des questions à plusieurs personnes pour savoir comment on va arriver à dire à ces enfants qu'ils sont nés de viol. Alors, vous avez dit circonstances exceptionnelles. Hélas, ce n'est pas exceptionnel en RDC. Les viols, souvent utilisés comme arme de guerre, on le dit de plus en plus dans le monde entier, continuent. Aujourd'hui, malgré les appels du docteur Mukwege de l'ONU, il semble que cette violence continue, y compris dans la région où vous vivez toujours. En fait, ces violences continuent. Et la question qui se pose, pourquoi rien n'est fait pour que ça change? Rien n'est fait, rien n'est fait. Rien n'est fait, au fait. Pour moi, je me dis que rien n'est fait parce que les guerres continuent. Il y a eu les génocides rwandais, à un moment donné. Il y a eu des génocides un peu partout dans ce monde. Il y a eu la guerre en Serbie, en Kosovo. Il y a eu de tribunal. Mais jamais au Congo, il y a eu un tribunal. Il y a un projet, non, de justice transition. Le projet ne s'y vise pas. Il faut des actions. Moi, je pense que si on doit continuer à nous faire attendre, en fait, on n'a plus de preuves pour aller en justice. Mais l'histoire doit reconnaître. Nous avons un devoir de mémoire et le Congolais est humain comme tout le monde. Il faudrait que on pense à cet humain qu'est le Congolais pour qu'on essaie de lui donner la paix. Et à la fin, moi, je suis sûre que chacun, en fait, sur cette terre, à l'international, au Congo, chacun a sa responsabilité. Parce que le fait de se taire, en fait, montre à quel point le monde est complice de tout ce qui se passe au Congo. Mais est-ce qu'on parle plus? Vous parlez, vous avez cette coordination. Est-ce que les femmes élèvent la voix ou ça reste encore un tabou, une honte qui fait que justement leur voix ne porte pas assez pour changer les choses? Pourquoi nous avons créé ce mouvement de survivantes? C'est parce qu'on s'est rendu compte que personne ne s'est bougé, en fait. Le docteur Mukwege parlait. Il y a beaucoup de personnes qui parlaient, des ONG et tout. Mais
Personne ne levait son doigt. Et nous, on s'est dit, on crée ce mouvement pour amener les gens à nous regarder en face et nous dire, ça n'a jamais existé, ou c'est taire. On voudrait bien que les gens se taisent. Parce que nous, on n'est pas humains, apparemment. Mais on est humains. Qu'on le veuille ou pas, nous aussi, on est humains. Et il est du devoir de tout un chacun de reconnaître qu'à un moment donné, ça ne sera pas seulement le Congo qui sera frappé. Ça sera l'Afrique entière, ça sera le monde entier. Parce que si nous sommes en train de fuir notre pays, moi, je ne le fuis pas, j'aime mon pays, je serai toujours là. Si les gens sont en train de fuir l'Afrique, on a beaucoup de sans-papiers en Europe. C'est parce que nous, on n'a pas de paix de l'autre côté. Si on a la paix, si on arrive à relancer notre économie, jamais on ne viendra en Europe pour accepter de très glacé sur le froid, là. C'est vraiment important que les Nations Unies, oui, il y a un rapport, le rapport Mapping, qui a vraiment fait beaucoup de polémiques. Et moi, je pense qu'il y a ce rapport-là, mais les Nations Unies, quelles solutions ils ont portées au Congo pour que ces rapports soient mis à jour? Il y a beaucoup de temps, ça fait plus d'une année que le docteur Mukwege demande un tribunal pour la RDC. Il y a eu un tribunal pour le Rwanda. Il y a eu un tribunal pour la Kosovo, la Serbie. Pourquoi pas pour le Congolais? Parce que c'est très important. On voudrait pardonner. Mais qui pardonner? Tout passe par la justice. Si nous voulons avoir la paix, il faudrait que nous ayons la justice. Alors, lors d'une interview accordée à France 24 et à RFI il y a quelques mois, le président rwandais Paul Kagame avait nié l'implication des troupes rwandaises dans les crimes commis dans l'est de la RDC. Il avait aussi accusé le docteur Mukwege d'être une marionnette. Ça vous avait fait bondir? En fait, ça m'a fait bondir. À ce moment-là, en fait, c'était douloureux de voir que quelqu'un ne veut pas accepter les réalités en face. En fait, c'est son choix, lui, en tant que président. En fait, j'ai appris à être respectueux devant tout le monde et je lui donne son respect en tant que président. Mais la vie humaine est sacrée. En fait, je me demande pourquoi les morts au Congo lancent toujours des polémiques. Pourquoi les gens veulent polémiquer sur les morts au Congo, sur les violences sexuelles que nous, on a subies dans ces pays? C'est important que le 1% de l'humain qui reste dans chaque personne puisse se réveiller. En fait, le président Kagame, il a dit deux choses. Mais nous, on connaît notre histoire. L'histoire n'est pas encore effacée. Même si les survivantes comme moi sont en train de mourir parce que elles ne peuvent plus. Elles attendent depuis longtemps. Mais nous sommes là. Et au fait, la vérité, elle est têtue. À un moment donné, il reconnaîtra peut-être tout ce qu'on a pu vivre. Est-ce que vous recevez des menaces parce que vous parlez? Les menaces, oui, on les reçoit, mais... De qui? Déjà que... De qui? Bon, quand les gens sont lâches et qu'ils vous lancent des menaces qui sont anonymes, en fait, on mais c'est quoi les menaces? C'est taisez-vous? En fait, deux fois, ce sont des messages qui me disent « Vous êtes en train de mentir, pourquoi vous pouvez dire ça ?» Et des fois, vous pensez que vous êtes meilleur que d'autres personnes. Vouloir dire des choses comme ça. En fait, pour moi, c'est normal. Que des fois, je me dis que ce sont mes propres bourreaux peut-être qui se disent pourquoi il a pu parler. Parce que pour eux, je devais être silencieuse et mourir dans ma douleur. Et tout ce que les gens disent autour, les morts au Congo, je voudrais que toutes ces personnes qui banalisent les morts congolais viennent nous les dire en face. Qu'ils viennent au Congo devant un meeting, qui nous disent en face, vous Congolais, vous n'êtes pas tués tous les jours. Il y a eu de morts en Ituri toute cette semaine. Il y a eu de morts à Beni toute cette semaine. Et ça n'arrête pas. À l'heure où je vous parle, des femmes congolaises sont en train d'être violées avec extrême violence. Et moi, je pense que... Moi, j'ai été violée il y a des années, c'est passé. Mais je dois porter la voix des autres personnes. Je dois donner à ces personnes la force de parler. Si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour moi. C'est pour qu'un jour, l'histoire reconnaisse le tort qui a été causé aux Congolais.
et qu'à un moment donné, le monde demande pardon. On va terminer cet entretien avec votre bourreau de nouveau. Vous dites aussi ceci. Je me demande souvent quelle place tu mérites dans ce monde. Je n'en trouve aucune. Tu n'as pas le droit d'exister. En fait, à mon bourreau, je ne vais pas pardonner. Sincèrement. On ne pardonne que quelqu'un qui reconnaît son tort. Est-ce qu'il l'a reconnu? Jamais. Parce qu'il est parti. La meilleure façon pour moi, c'était de me lever, de me rhabiller et de courir. Mais lui, il est parti. Il pensait qu'il avait réussi, qu'il avait au fait le pouvoir surtout. Mais du fond de ma douleur, je me suis relevée. Du fond de la douleur de toutes ces femmes qui arrivent aujourd'hui à parler, à chanter haut et fort, qu'elles sont des femmes de pouvoir. Elles ont pu se relever. Et au fait, ça c'est le début de notre vengeance. Le fait de nous avoir relevés au plus profond de notre douleur pour être ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes parmi ces Congolais qui vivent à moins d'$1 le jour. Mais nous nous battons pour notre honneur. Et c'est plus important pour le Congolais que d'autres personnes les respectent. Parce qu'ils ont vécu le pire, mais ils sont toujours respectueux face au monde. Tatiana Moukaniré, merci beaucoup d'être venue sur le plateau de France 24 témoigner. Au-delà de nos larmes, c'est votre livre publié chez Des Femmes, Antoinette Fouque. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Restez-y pour plus d'informations. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.